Parfois, c'est se battre contre un marché, un écosystème, qui n'est pas toujours prêt, qui n'y croit pas. Mais il y a encore des entrepreneurs, en tout cas, qui portent des projets qui peuvent être game changer, pour le monde. C'est la réelle réussite des entrepreneurs, hein. Ils ont lancé, une société, une personne morale qui est totalement indépendante de leur propre personne. Tout un voyage planifié, basé sur une erreur, mais qui, in fine, s'est avéré un succès. L'entreprise, c'est une personne, morale, indépendante et autour de la table, on est tous alignés pour essayer de trouver, le meilleur pour qu'elle atteigne sa mission. Il faut avoir, la tête sur les épaules, à l'instar de Magellan. Il faut tout planifier et cet aspect financier est majeur. Il faut se faire accompagner par, des bonnes personnes pour, aider, cette mission à se réaliser. Mais si on a une grande idée, si on a envie de faire changer les choses, évoluer, il faut le faire, il faut se lancer. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. On aime bien explorer différents univers, différents livres. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir Caroline Lebel. Alors, je me souviens de notre discussion quand je t'ai proposé le concept et tu m'as dit, ah, il y a un livre, j'ai adoré et on sentait vraiment la passion dans la voix, qui était un livre sur Magellan. En le lisant, mais j'ai parfaitement compris pourquoi tu me l'avais suggéré. Ça va résonner très fort avec ton parcours à la BPI, tu vas nous expliquer ça. Mais ce que j'en ai retenu, c'est une idée, incroyable déjà, c'est on va faire le tour du monde, donc finalement, c'est un projet qui était dingue, un financement qui était quand même arraché, hein, ça aussi, ça va faire partie des sujets forcément avec la BPI, mais on va revenir à une question finalement, assez simple, tu sais, mais ce livre pour toi, pourquoi il a résonné en toi? Et Caroline, est-ce que du coup, tu peux faire le parallèle et te présenter? Ouais, avec plaisir. Donc Caroline Lebel, ravie de pouvoir échanger sur ce livre qu'effectivement j'ai dévoré, mais un peu comme toi, Emmanuel. Donc je suis investisseur à BPI France dans l'équipe Large Venture. C'est l'équipe la plus late stage au sein, des équipes venture de BPI France. Donc on investit plutôt dans des startups scale-up assez matures, je fais ce métier d'investisseur depuis une douzaine d'années. Avant ça, j'ai fait du conseil en stratégie, c'est dans des fonctions financières et j'ai toujours eu, une admiration, extrêmement forte pour les entrepreneurs, pour mes amis qui ont entrepris, juste en sortie d'école de commerce, vraiment avec peu de bagages, derrière eux, parfois, très peu de moyens, mais qui se sont lancés dans l'aventure. Ceux qui ont entrepris un peu plus sur le tard aussi. Et ça reste pour moi à chaque fois des personnes, des profils, des parcours, que je trouve, admirables, et qui suscitent aussi, beaucoup, d'envie, je dirais, comme beaucoup d'investisseurs. On envie aussi nos entrepreneurs d'avoir ce courage, d'avoir cette force et d'avoir aussi, cette capacité à pouvoir, gérer des équipes et mener un projet à bout. C'est clair que là, on sent la passion surtout dans le livre de Magellan, c'est quelqu'un qui était, passionné. Est-ce que pour toi, c'est un parallèle, du coup, que tu perçois très rapidement entre, bah, oui, l'expédition telle qu'il l'a construit et un projet professionnel? C'est un parallèle clair, net, c'était Ouais, limpide pour toi? complètement. Alors c'est un roman, hein, c'est très romancé par Stéphane Zweig. Peut-être pour remettre un petit peu de contexte, Stéphane Zweig a écrit, ce roman, c'est l'idée d'écrire ce roman lui est venue quand il était, sur une traversée de l'Atlantique sur un bateau tout confort et oui, il a commencé au début, il a bien profité, on va dire, de ce confort, au sein de ce gros paquebot, la nourriture, les soirées, les bonnes compagnies, tout était très bien et au bout d'un moment, il s'est un peu ennuyé. Ça prenait quand même pas mal de jours cette traversée et il s'est dit: «Mais, comment ils faisaient avant? Comment c'étaient les premiers navigateurs? C'était dans quelles conditions, en fait, qu'ils effectuaient leur voyage?» Nous, il y a pas d'incertitude, on part d'un point A à un point B, tous les jours, on a le même rythme de repas, d'activités et cetera. Mais eux, c'était comment? Et il est parti, de cet ennui féroce à bord de ce paquebot pour rédiger cette histoire, et effectivement, on voit dans ce roman et c'est pour ça qu'on est happé aussi rapidement, on part vraiment, de la vie, de Magellan. On ne sait pas trop où on va au début, c'est un peu un noble portugais, mais il y a pas beaucoup d'éléments sur sa vie avant, du moins cette traversée. Et on voit effectivement comment il a planifié, étape par étape ce voyage, comment il a créé, commencé à fomenter ses alliances, les demandes qu'il a pu faire, les rejets aussi, les échecs qu'il a vécu, qu'il a subis avant de pouvoir faire ce projet et c'est un véritable projet de long terme, qui s'est lancé et puis ensuite on part dans
seconde moitié du livre là, bah, ça y est, on part, on navigue avec Magellan et ces 5 navires, puisqu'ils sont 5 navires à être partis, hem, on part vraiment dans l'aventure, dans l'inconnu, avec toutes les incertitudes, d'un projet entrepreneurial, là vraiment, véritablement, de rupture, hem pour découvrir une nouvelle voie qui avait juste été supposée par le passé. On n'avait, pas de preuves réellement tangibles. Il s'est appuyé quand même sur une erreur cartographique pour faire ce voyage. Donc c'est tout un voyage planifié, basé sur une erreur, mais qui, in fine, s'est avéré un succès. Succès malheureux quand et même pour Magellan puisqu'il il est mort avant la fin, mais un succès. il aura pas vu la fin, ouais, effectivement. On espère quand même que, les CEO ou en tout cas ceux qui créent voient quand même la fin de leur aventure parce que là, effectivement lui, et en plus il est mort mais bêtement. Dans le livre, c'est très bien expliqué. Mais je vais revenir à ton premier point, que tu évoquais où effectivement il a planifié, il a été un peu contre une hégémonie, mais et puis sur la base d'une erreur. Mais alors du coup, moi, ça m'a tout de suite posé la question en disant: «OK, bah, toi, par exemple, qui discutes avec plein d'entrepreneurs et tout et puis qui arrive alors généralement, je crois que tu arrives, les projets sont déjà un peu plus ferrés, c'est la différence de la section, je crois chez BPI qui s'occupe carrément des pousses, mais bon, j'imagine que tout ça étant un peu connecté, tu dois le voir. Est-ce que du coup, tu te dis, c'est encore, faisable à notre époque, quelqu'un qui arrive et qui dit: «J'ai une idée de dingue», à la limite qui se plante, mais finalement il a une telle passion, il va tellement coordonner les choses qu'il va y aller. Tu penses que c'est encore jouable un projet comme ça? Je pense que c'est jouable. En fait, le projet de Magellan, pour moi, il se rapporte vraiment à un profil, pas d'entreprise, digitale SaaS un peu classique, qui va lancer un nouveau CRM, un nouveau, HR software, ou autre, mais plutôt, un profil, deep tech, green tech, voire biotech. Donc OK. on a un entrepreneur qui a en tête, une véritable vision, qui a une vision, qui a une idée précise et qui va lancer une start-up avec une mission. Avec une réelle mission. Un C'est, but. décarboner, l'industrie avec, de la carbone capture ou autre. Donc il part vraiment avec une idée extrêmement forte, heu et effectivement là on part un peu de 0. Donc heu, donc je trouve qu'il y a quand même ce parallèle qui est très important à faire avec, les entrepreneurs visionnaires, qui vont réfléchir, qui vont maturer leur projet pendant parfois de nombreuses années. Beaucoup de ces entrepreneurs aussi, viennent de la sphère, des laboratoires de recherche, du CNRS ou autres, et vont avoir, vraiment fait un peu une découverte, une intuition extrêmement forte et ils savent que, cette intuition, cette découverte, peut changer, radicalement les choses. Et donc c'est pour ça que pour moi l'entreprise de Magellan, bah, c'est, les entrepreneurs en tout cas qui entreprennent vraiment, dans la deep tech, la green tech, les biotech, vont peut-être se retrouver dans ce livre, dans cette aventure. OK. Et Et oui, alors par contre, tu planification. ah ouais, mais alors le premier truc, la planification, alors déjà merci, j'adore le parallèle, et effectivement je le perçois assez bien, même si moi ça m'a même parlé sur un projet et pourtant je suis pas dans ces secteurs-là. Hem, mais allez, on va prendre le premier truc. Le fait est qu'il est même arrivé avec cette conviction, mais il s'est pris une claque au départ, quoi. Il a dû lutter contre finalement l'establishment, il a changé de pays et à l'époque, c'était pas rien. Donc finalement, il a été obligé alors là, je vais demander de jouer un peu la carte, OK, BPI, le plus grand finalement, VC en France, quoi. On peut faire sans vous, si vous y suivez pas, on dit: «C'est pas grave, moi je me lance quand même et j'y vais comme Magellan, je vais aller voir, X, Y, Z». Où tu dis: «Non, on arrive quand même à aussi déceler des gens qui sont, porteurs, quoi». Ou est-ce que des fois, bah, comme tout le monde, on passe à côté de trucs? Complètement, à BPIFrance, parfois, on passe à côté, de belles opportunités. On ne peut pas prendre tous les risques, on reste des investisseurs, heu, de marché. Il faut qu'on agisse, comme tel, donc on n'investit pas partout et on essaie d'identifier, les meilleurs projets et puis aussi on a une réflexion autour de notre portefeuille, d'équilibrer aussi notre portefeuille, donc une réflexion vraiment d'investisseurs, privés aussi classiques. Mais on a cette volonté, d'être présent, plus fortement dans justement l'écosystème deep tech, green tech, biotech parce qu'effectivement, tu as pointé du doigt, Emmanuel, ce sujet, c'est que c'est plus difficile à financer. Il y a beaucoup moins d'investisseurs qui sont prêts à prendre, ces risques parce qu'on est sur, du, high risk, high reward peut-être. Parfois c'est high risk, medium reward puisqu'on sait qu'on va atterrir sur des modèles économiques qui ne sont pas des modèles SaaS avec, 50 de marge d'EBITDA mais des modèles un peu plus industriels aussi.
Donc on sait que ce sont pas les mais ce sont des modèles qui peuvent changer vraiment, qui peuvent être clés pour l'environnement, qui peuvent être clés, pour, l'enseignement, pour énormément de secteurs d'activité et donc on a vraiment à cœur, de les supporter, côté BPI France. Mais effectivement, trouver des financements, pour ce type de projet, ça peut relever du parcours, du combattant. Et c'est Ouais, ce que donc on Magellan a vécu, donc effectivement, le parallèle est intéressant. En plus, ce côté, tu m'y fais penser, mais de changer de pays quand on trouve pas, effectivement, le financement adéquat, c'est ce qui arrive, malheureusement, à beaucoup enfin pas à beaucoup, mais aussi à quelques sociétés, de l'écosystème qui vont partir, par exemple aux États-Unis, heu, ou qui vont devoir aller chercher une autre base d'investisseurs pour les soutenir. Et ouais, là, Magellan, effectivement, l'Espagne a mal reçu le Portugal, pardon, a mal reçu sa proposition alors que c'était qu'il avait démontré au service, du roi, son courage, sa bravoure, sa compétence. Il a quand même été faire campagne dans les Indes, il a mené des batailles, il avait plus rien à prouver dans ses talents de navigateur, de gestion d'hommes, même de gestion de conflits. Donc c'était vraiment quelqu'un d'expérimenté qui s'est fait mettre de côté, vraiment avec, mépris quasiment, par le roi et c'est ça qui a suscité son envie, de partir, heu, hors du Portugal et d'aller porter sa requête auprès de Charles Quint. Où là, en Espagne, il a mis aussi, pas mal de temps. Il a dû vraiment travailler, de rencontrer du monde dans l'écosystème pour réussir à porter son projet, auprès du roi et trouver des financements qui venaient pas essentiellement de la couronne, effectivement. Il a dû trouver des financements, auprès des chambres de commerce, de l'époque et cetera, donc ça a Et mis ça des m'a fait années. beh, ça ouais et ça m'a fait réfléchir à, effectivement ce parcours, cette volonté, ça fait réfléchir à, c'est quoi le levier finalement? Qu'est-ce qu'il avait au cœur de lui? Est-ce que c'était de l'ego et tout? Et je me suis posé la question, j'avais un ancien ami, enfin un ancien ami, un ami, qui est dans les viciers qui disait: «Moi je n'investis qu'à 80 en fait sur les hommes et à 20 sur le projet» et je me suis dit: «Waouh, c'est la première fois que j'entendais ça» et Magellan m'a renvoyé à ça en disant: «Est-ce que cette notion finalement c'est quoi le levier? Est-ce que vous allez l'analyser? Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que au-delà de l'aspect financier?» Tu l'as dit, toi tu as un profil très financier. Mais au-delà de ça, pour détecter un Magellan, faut effectivement voir qu'il a une énergie de dingue, mais à un moment donné, il faut aussi analyser ce qui va le motiver. C'est comment il fait pour tenir. Donc c'est son ego, son truc, son est-ce que c'est un des critères quand même? Alors on se le dit peut-être pas, on l'écrit peut-être pas, mais est-ce que c'est un truc que vous regardez? On regarde énormément et tu as raison, en fait, les investisseurs, quand on a des, second time funders ou du moins des fondateurs qui ont déjà eu, par le passé des expériences, qu'ils ont menées à bien, d'entreprises, de start-up, ils sont financés beaucoup plus rapidement avec des montants beaucoup plus élevés. Très clairement, parce qu'on reconnaît entre eux, on sait qu'ils ont, l'envie d'aller, de mener à bien leur projet, d'aller jusqu'au bout. C'est quand même extrêmement intense, d'être entrepreneur. C'est très difficile, dans la gestion du rythme, du quotidien, de tous les éléments qui sont à gérer, jour après jour. Il faut être vraiment, multitask et donc on sait qu'on est avec des personnes qui sont hyper résilientes et c'est le cas, pour moi, c'est le cas de Magellan. On est sur, une personne extrêmement passionnée, résiliente, entêtée et effectivement, il doit avoir un peu d'ego, mais il a un ego, positif comme, la plupart des entrepreneurs. C'est un ego Mmh. positif qui est au service de leur mission. Il faut, faut qu'ils se lèvent à chaque fois, faut qu'ils aient la niaque, quoi. Exactement et là, c'est clairement ce qu'il a parce qu'il se prend des douches froides, très clairement, mais il ne lâche pas, il emmène étape par étape son projet. Alors, c'est pas un lapin de Garenne, il est pour le coup, c'est pas un tout jeune entrepreneur, qui sort d'études, même si ça fonctionne ultra bien aussi et je conseille vraiment, aux jeunes qui sortent d'écoles, d'ingé, de commerce ou autre, hein, même sans avoir fait de grande école, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais là, on est sur quelqu'un qui a, une grosse expérience. Donc on est vraiment sur, la personne expérimentée, entêtée et qui a une vision, de génie.
il va à contre-courant quand même, de beaucoup de pensées. Il y a encore de la place du coup pour des gens qui veulent complètement changer le monde? Tu c'est ce que tu disais en intro, je reviens sur ce cas-là, en disant, ouais, ouais, ce qu'on amène, c'est vraiment une vraie rupture. Il y a encore de la place pour de la rupture? Ouais, je pense qu'il y a encore de la place, pour la rupture. On le voit, alors bon, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est un peu la rupture hype du moment. La robotique, on le voit aussi. On le voit sur l'attrait, sur les valorisations, totalement démentes de ces 2 segments, qui sont totalement liés de toute façon. Bah, c'est clair. Hem Mais on voit aussi des personnes, qui se lancent, dans des innovations qui sont pas évidentes. Il faut être assez visionnaire. Certaines vont, extrêmement bien fonctionner, d'autres potentiellement, n'arriveront jamais à trouver, soit leur modèle économique, soit la bonne technologie, pour bien fonctionner, soit même leur marché. Mais on a encore des entrepreneurs, qui se lancent et qui essayent des choses, qui essayent de développer des technologies, que ce soit dans les nouvelles énergies. Il y a des choses qui sont faites, en utilisant, la salinité de l'eau, par exemple, pour créer de l'électricité, les marées et cetera. Il y a beaucoup de start-up qui essayent d'innover, de trouver de nouvelles technologies. Sur la capture carbone, il y a énormément aussi, de sujets. Donc il y a quand même encore beaucoup de champs, d'exploration, qui Donc peuvent, cette vision radicale, elle peut être pardon, elle peut encore être là, quoi. Il y a encore des gens qui disent: «Ouais», ils arrivent et on va tout changer, quoi. elle peut encore être là. Après, bah, parfois, c'est se battre contre un marché, un écosystème, qui n'est pas toujours prêt, qui n'y croit pas, ou alors, qui considère effectivement, que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon produit. Par exemple, le transport, hydrogène, il y a Mmh. vraiment, des pros et des cons. À voir comment, ça va évoluer et qui aura raison, in fine. Mais il y a encore des entrepreneurs, en tout cas, qui portent des projets qui peuvent être vraiment, game changer, ensuite pour le monde. Ouais, je vois et effectivement, il va falloir cette passion pour arriver. C'est marrant que tu mentionnes l'hydrogène. Moi, j'ai suivi un peu ces débats et tout et on se demande vraiment qui va avoir raison ou pas et on sent qu'il y a l'établissement de ces technologies. Par contre, dans l'histoire de Magellan et d'ailleurs, tu l'as dit en introduction, c'est non seulement il avait cette vision, il voulait le porter, il voulait y aller et puis il a su s'entourer finalement. C'est-à-dire que bah, il a trouvé un cartographe, donc il a été, tout de suite en fait, on parle de Magellan, mais finalement au départ c'est une idée à 2. D'ailleurs, c'est le livre le rappelle, alors que le deuxième a été évincé, donc ça on reviendra sur, OK, les putschs dans les sociétés, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, parce qu'il y en a eu plusieurs dans l'aventure de Magellan. Mais là où je reviens, c'est plutôt sur la notion de réseau. Ça fait partie aussi des choses que tu recommandes en disant: «Attendez, un, accompagnez-vous, 2, travaillez un réseau avant de venir». Si vous avez normalement cette volonté de changer le monde, tu leur demandes de venir, complètement habillés en fait et déjà avec un peu package? C'est vrai que le réseau, c'est essentiel et pour le coup, les entrepreneurs, qui sortent de grandes écoles sont avantagés par ça. Ils ont une sorte de tampon. Puis ils ont un réseau d'écoles, d'alumni et cetera qui les portent, qui les aident. Les entrepreneurs qui viennent pas nécessairement de ces réseaux-là sont peut-être moins aidés et ont plus de difficultés à créer justement le bon réseau de soutien pour leurs projets. Alors il y a des fonds, hein, qui se lancent vraiment pour les soutenir. Il y a un Mehdi qui chez Citizen qui lance un fonds notamment pour ces profils, qui ont moins de réseau initial, qui partent pas avec les mêmes cartes, avec les mêmes chances et effectivement, pour un entrepreneur, construire son réseau, c'est-à-dire, s'entourer, d'experts, par exemple, aller te voir, toi, Emmanuel, pour échanger, sur, le go-to-market et la vision marché, d'aller voir, des experts tech, des experts en financement et cetera et puis essayer de se créer ce réseau, cet écosystème autour de soi, ça rassure. Et d'ailleurs, les entrepreneurs vraiment quand ils sont en seed, font appel à des business angels qui sont souvent d'anciens entrepreneurs, des personnes qui vont aussi apporter du crédit à leur projet. Parce que ce sont des personnes chevronnées qui connaissent bien le secteur et cetera. Donc ce sont des personnes qui apportent du crédit, qui apportent de l'expertise aussi en board sur les premières étapes, de lancement de la société. Et Magellan, moi, c'est vrai que c'est un peu ce qu'il a fait. Il a développé son réseau, il est arrivé avec peu de choses, hein, quand même en Espagne, il faut le dire. Il est vraiment arrivé, avec son idée. Effectivement, il avait Falero qui était le La tête cartographe, la pensante un tête peu? pensante, exactement, mais qui n'est pas parti in fine.
malheureusement et après il s'est créé tout un réseau, sur place, il avait une très forte amitié puisqu'il avait défendu, Francisco Serrao, qui a habité ensuite, je crois que c'est en Indonésie et qui lui envoyait des cartes et cetera et c'est lui aussi qui a fait germer en lui envoyant, des messages, en fait, en lui expliquant la vie en Indonésie et le fait qu'il y avait des bateaux qui arrivaient quand même par l'est et cetera et qu'il devait bien y avoir une route par l'est parce que quand même, il y a d'autres îles, ça peut aller plus loin. Donc donc il a son ami, qui était, là-bas, qui a fait germer cette idée et puis ensuite il a eu, effectivement Valero qui l'a aidé à mettre en marche, tête pensante, pour créer ce projet. Bon, il s'est retiré, last minute, il est monté sur aucun des bateaux, mais il était présent effectivement dans toute la planification. Mais ce qui est intéressant, c'est que Magellan, c'est vraiment l'entrepreneur, de A à Z. Il a l'idée, la mission et derrière, il a la minutie et la préparation extrême de son voyage. Parce qu'en fait, lui, il sait il a un fusil à un coup. En fait, c'est pas comme les startups qui se lancent aujourd'hui où je fais d'abord une petite levée d'1 million, ça avance bien, je vais relever, 3 000 000 et cetera. On fonctionne par série A, B, C et cetera. Lui, en fait, il part, il a un package initial et il sait qu'une 5 fois qu'il est bateaux, dans faut y aller, l'océan, quoi. voilà, il y a 5 bateaux et après il aura plus rien. Il se débrouillera. S'il a besoin de vivres, s'il a besoin d'hommes complémentaires, de réparation sur ses bateaux, il pourra faire appel à personne. Donc il doit vraiment partir lui avec un cash-in initial, qui doit couvrir l'intégralité de son projet. Ça, c'est une grosse différence avec les entrepreneurs actuels qui avancent étape par étape de financement. Là, il n'a rien démontré, hormis son expérience passée qui est très forte, mais il part avec, ce financement initial. Il a des ressources limitées, et il va devoir agir avec, au fil des années. Il voyage quand même de 1519 à 1522 et donc sur ces 3 années, il va fonctionner vraiment en vase clos et il va devoir faire preuve, d'agilité, de réadaptation de son plan parce qu'il est en conditions extrêmement contraintes. Ça, c'est une Est-ce que du coup différence. tu fais partie de ça m'évoque une petite question, est-ce que tu fais partie de ceux qui un peu regrettent d'ailleurs, que les fondateurs soient pas, «Allez-y, débrouillez-vous» et pas justement, multiples séries et parce que, j'ai eu certains échos de personnes qui disent: «Mais en fait maintenant» alors déjà c'est plus trop le cas en 2025 mais ça l'a été, c'est-à-dire OK, on commence à lever puis après on commence à cranter. Plus attends, si tu dois border dès le départ en fait, généralement on est plus carré, plus propre et donc on permet de mettre des bases plus solides. Tu fais partie de ces gens qui diraient: «Bah, justement, normalement, il faut apprendre dès le départ à se débrouiller très vite, très fort et pas attendre, X années, en fait, d'être rentable» ou tu dis: «Bah, non, c'est vrai que à part sur des projets effectivement comme Magellan où, bah, il a fait rien d'autre, oui, l'écosystème maintenant permet de monter, graduellement». C'est quoi toi ta prise de position par rapport à ça? Alors moi, je suis plutôt quand même, montée graduellement. Je trouve que c'est OK. assez sain et je pense que Magellan, s'il avait eu la possibilité de se dire: «Bon, bah, d'abord, je traverse, je vais vérifier, en Amérique, où ça en est. Hem, je refinance un peu, je prends un peu plus de temps». Bon, il aurait eu un petit peu plus de confort peut-être pour le faire, mais Pourtant, après il a eu le cas, hein, quand il a traversé le détroit, il a réuni ses capitaines en disant: «OK, maintenant on a traversé le détroit, on a trouvé le passage, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on fait demi-tour?» ouais, ouais, il s'est posé la question et il a continué à avancer alors qu'ils étaient dans des conditions terribles. Ils avaient quasiment plus de vivres, ils avaient une eau, saumâtre, sur les bateaux. Enfin, c'était vraiment, les pires conditions, pour, ensuite arriver, dans les îles, de l'océan Pacifique. Tu sais, lui, il a choisi d'avancer, de continuer. Mais c'est vrai que non, l'idéal, c'est quand même, un financement progressif, étape par étape. Montre, on démontre chaque étape, la performance de la société, mais il faut aussi que les dirigeants, soient prêts à ne pas toujours compter sur le marché parce qu'il peut y avoir des retournements de marché qui sont totalement indépendants, de l'activité de la société, des dirigeants et on le voit, on a des fluctuations de marché. Il y a aussi, sur la société potentiellement si sa croissance ralentit, si c'est, tu le connais bien, ces sujets de métriques qui peuvent se dégrader ou autres, bah, là on sait qu'on a des levées qui vont être beaucoup plus compliquées. Donc il faut anticiper si on a ce ralentissement de marché, de d'essayer, au maximum de s'autofinancer. Par contre, si on a des belles métriques et si effectivement on démontre à nos investisseurs que notre croissance, est rentable et qu'il faut la financer et continuer d'accélérer parce que derrière on a effectivement une croissance rentable. On peut repartir, relever, pour refinancer, la société et ça fonctionne bien. C'est le modèle du venture français. C'est vrai que bon, Magellan n'a pas pu bénéficier de ça pour le coup.
Une autre chose dont il a pas pu bénéficier, mais qui est assez intéressante, c'est effectivement, tu le disais, il a fait des partenariats, un peu des alliances, mais il est quand même parti avec un équipage, une équipe opérationnelle qu'il a pas choisie, notamment, des capitaines, de certains de ses bateaux. Donc il est parti déjà avec des personnes, qui avaient des accords secrets, déjà, où ils savaient pas exactement quelle était leur position, s'ils étaient réellement loyaux à Magellan ou si, en fait, ils allaient se retourner contre lui. Donc il est parti, dans un climat particulier, alors qu'un entrepreneur, normalement, choisit ses équipes, choisit ses associés, ses équipes, opérationnelles. Là, Magellan est quand même parti avec un désavantage. Il a dû gérer effectivement, les mutineries, les manigances, au fil de son voyage. Alors lui, effectivement, il a alors déjà, il avait pas le choix vu que ses financeurs étaient espagnols, bah, du coup, il s'est retrouvé effectivement avec beaucoup plus d'Espagnols. Puis ils ont même essayé de limiter le nombre de Portugais qu'ils pouvaient emmener pour vraiment, ça. Mais, donc effectivement, il a dû avoir à gérer les hommes, comme on dit, être capable d'embarquer tout le monde. En plus, comme il était obsessionnel, et assez rigoureux, ça aide pas forcément. N'empêche que ça existe encore dans des entreprises et par rapport à ce livre et par rapport à ton expérience du coup, ce serait quoi tes conseils pour éviter, bah, il va y avoir des moments de traversée du désert, hein, quand on crée un projet comme ça, quand les entrepreneurs qui nous écoutent, il y a des moments de c'est dur et puis les associés, bah, ça va se tendre, des fois même avec l'entreprise, ça va se tendre, un peu comme Magellan a dû avec ses équipages et tout. Ça serait quoi le parallèle que tu ferais avec mo la le un peu l'état moderne et les sociétés? Quels conseils que tu vois? Puisque finalement tu discutes avec plein d'entrepreneurs au quotidien. Ça arrive encore des mutineries? Oui, je pense que ça peut arriver, pas à cette échelle-là, mais ça peut arriver. Alors lui, Magellan est parti quand même avec, effectivement une partie d'équipage pas nécessairement, favorable à son succès, dans le sens où, il voulait, potentiellement s'attribuer, les mérites de sa découverte le cas échéant. Hem, mais quand il est parti, lui, au moins, bon, il avait pas conseil d'administration. Ses investisseurs, son board, on va dire, tout le monde était resté en Espagne. Donc au moins, il est parti, faire son aventure, et délivrer sa mission, sans avoir de compte à rendre à ce qu'on pourrait appeler un conseil d'administration. Hem, Peut-être que ça a été quelque chose de positif pour lui ou pas, mais l'objectif, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs ont un conseil d'administration, ont des investisseurs, des board members indépendants et il faut que ce soit des personnes, qui créent de la valeur et qui soient en support. Et donc c'est dans les situations complexes d'entreprise, la difficulté, c'est que parfois on crée de la défiance, les uns envers les autres. On a l'impression qu'il peut y avoir des agendas cachés, on comprend pas toujours, on a de la tension. Certains fonds vont être vraiment sous tension parce que c'est une des lignes importantes de leur portefeuille, qui se porte moins bien. Ils doivent relever et cetera. Donc il peut y avoir beaucoup de tensions de part et autre, et c'est important de pouvoir toujours garder, le dialogue ouvert, de trouver les supports, de comprendre, les positions des uns des autres et effectivement pour un entrepreneur, de pouvoir s'assurer d'avoir des investisseurs qui soient alignés avec son projet, avec sa mission. Que ce soit sur la durée, bon la plupart des fonds ont plutôt des horizons de liquidité de 5 ans, mais certains peuvent avoir des horizons un petit peu plus longs aussi. Les fonds early stage, deep tech ont des horizons quand même un peu plus longs parce qu'ils savent que ça peut prendre du temps et donc il faut s'entourer de ces investisseurs-là qui connaissent, les investissements, plus risqués notamment, qui vont pouvoir être supportifs dans les phases, difficiles, qui vont aider, les dirigeants à garder le cap, qui vont les soutenir, qui vont pas prendre peur aussi trop rapidement. Donc c'est important, de pouvoir, heu, le mieux possible choisir, ses investisseurs, de pas se focaliser sur la valo. La valo, c'est un point, mais heu, si ça se joue à peu de choses, il vaut mieux choisir les personnes avec qui on a un très bon feeling et où on a des retours, aussi, positifs de d'autres entrepreneurs. Il faut prendre des références aussi, pour être confortable le moment venu. S'il y a des secousses, Il y en aura. voilà, il y en aura, dans les échanges et c'est vrai, tu parlais aussi de l'isolement parfois des entrepreneurs, un peu comme, Magellan qui s'est retrouvé vraiment à des moments, seul. Heureusement, il a réussi à trouver des appuis au sein de son équipage, il avait quand même des membres, son
Je crois que c'était son beau-frère aussi qui avait embarqué, sur un des bateaux avec lui, donc il avait des supports aussi, en interne, forts et il a su créer ces relations-là. Mais c'est vrai qu'un dirigeant va se retrouver nécessairement seul parfois face à des décisions difficiles. On continue pas et il savait qu'en continuant, il mettait, en péril, la vie de son équipage aussi. Donc il a dû prendre des décisions, complexes, dans des contextes où il n'avait pas nécessairement beaucoup de personnes Mmh mh. avec qui échanger, avec qui confronter les idées. Et Mais ça, c'est pareil, le ça fait partie des choses que tu vas regarder, en tout cas sur lesquelles tu vas être sensible, dans les dossiers, sur la on parlait, voilà, de la rigueur, et là, on parle finalement un peu de l'obstination et de cette capacité à décider et à aller contre le vent, même si on a parlé de l'entourage. Est-ce que pareil, c'est des choses, qui sont importantes à tes yeux dans les dossiers? il faut écouter. Moi, je suis plutôt une personne, de consensus, donc hem, plutôt dans l'idée justement de sortir l'entrepreneur, de son isolement quand il y a des décisions complexes, mais d'échanger, avec lui, de faire part de positions, claires en lui disant, «Je pense que non et il ne faut pas aller dans cette direction» ou alors, «Oui et on te supporte et on va t'accompagner et on va donner cette position aussi aux autres board members pour essayer de créer une adhésion, plus globale». Hem, mais le mieux, c'est effectivement que le dirigeant ne se retrouve pas, seul, complètement isolé, dans des discussions, dans, des situations et c'est bien d'avoir des dirigeants entêtés, sur leur mission, mais après quand ils ont choisi un board, quand ils ont des administrateurs, que ce soit les financiers ou les indépendants, qui ont des vues différentes, il faut aussi, les écouter, partager et entendre aussi, que parfois, le projet va prendre un peu plus de temps, va prendre une voie un peu différente, parce que ça peut être aussi, la nature des choses et ça peut être pour, mieux le renforcer pour la suite. Hem, mais une entreprise, enfin un entrepreneur, je pense que la plus compliqué, c'est effectivement d'être isolé. Donc s'il réussit à créer, cette zone de confiance où il peut échanger avec son board, c'est la meilleure des choses et avec son COMEX bien sûr, avant toute chose aussi avoir, sa C-level, suite comme on dit, autour de lui, forte, qui peut l'aider à challenger aussi, les positions, les idées. Et tu l'as vu ça? Tu as vu effectivement, alors sans dévoiler de nom, hein, mais tu aurais des exemples où justement un peu enfin dans le livre par exemple, il arrive à la baie de Saint-Drolien, il a quasiment plus rien et il se dit, «Bon bah, en fait on va passer l'hiver ici quoi, va falloir tenir les choses là», et donc on est au creux de la vague, pour le coup. Avant de repartir, tu as eu des tu vois ces moments-là, c'est dans tes portefeuilles ou même d'autres, des moments assez forts, tu as des exemples de ça? Ouais, je vois ces moments-là, des moments, de très forte tension où on va avoir un désalignement du board, du conseil d'administration, potentiellement, des investisseurs, qui vont aussi laisser leur poste de board member, qui vont sortir pour marquer le fait qu'ils sont plus alignés avec la stratégie, qui vont pousser, pour une cession de la société, très rapide, qui vont avoir, perdu confiance dans le projet de la société, dans la capacité à trouver son modèle économique. Parce que dans l'écosystème startup, on est quand même sur des sociétés, qui consomment, du cash, qui ne sont pas rentables. Donc il faut vraiment avoir cette vision de se dire, effectivement à horizon 2 ans, 3 ans, on va trouver le bon modèle économique et on va être une société rentable. Si on a des investisseurs qui perdent cette confiance-là, nécessairement, ils vont plutôt se positionner en vendeur. Ils vont dire: «Il faut qu'on arrête, il faut qu'on cède l'actif tant qu'il est temps». Alors que d'un autre côté, il peut y avoir d'autres investisseurs ou des dirigeants qui veulent absolument poursuivre l'aventure. Ils disent: «Non, non, le modèle économique est pas loin, hem, il faut qu'on aille le saisir, donnons-nous toutes les chances». Et là, effectivement, nous, enfin, BPI France, il y a des cas où, on peut être aligné avec les autres investisseurs et dire, il faut s'adosser, là, c'est vraiment trop compliqué, il faut trouver une autre issue. Mais il y a des moments aussi où on va écouter, vraiment les dirigeants, vraiment l'équipe et on va essayer de mettre en place, un bridge, un financement additionnel, les aider au maximum, les accompagner, s'ils font des procédures pour renégocier la dette ou autre, pour, leur dire: «Ben, essayons de trouver une autre chance effectivement. On est dans une situation difficile et on va passer ensemble, ces prochaines étapes, et on va vous soutenir, on va y arriver».
On a eu, plusieurs cas, bien entendu, dans le portefeuille, et parfois on a des cas où ça se passe très bien. On a d'autres fois où malheureusement on n'y arrive pas et c'est le risque quand on entreprend et quand on investit en venture capital. Hem, mais effectivement et on n'est pas toujours alignés au board, on n'a pas toujours la même vision, et parfois des investisseurs vont quitter le bateau, sont totalement désalignés, peuvent avoir des réactions aussi, difficiles, hein, pour les entrepreneurs, et parfois ils vont réussir à trouver, juste le support qu'il faut auprès d'un investisseur qui va encore avoir confiance et qui peut, aider le dirigeant à retourner la situation. Ouais, donc tu la vecteur d'accompagnement finalement est clé quoi, parce que effectivement il y a des moments tendus. Il en a eu lui dans son parcours, Magellan, mais je pense que dans tout le parcours des entrepreneurs, il y a un moment donné, il y a forcément des phases de doute. OK, comment ça se structure? Comment le marché répond? Comment l'équipe, un concurrent qui arrive, un acteur comme tu dis, juste un facteur de changement, est là et on se retrouve. Et puis parfois même, la fin, on l'évoquait, la fin, complètement bête. Même, d'un projet. Alors là, ça a pas fait mis la fin de son projet, mais Magellan est mort, de manière complètement idiote. On dévoilera pas pour ceux qui iront lire le livre, mais pareil, je me suis posé la question en disant, tu as vu des trucs aussi bêtes, enfin des projets qui d'un seul coup, en fait, le truc tombe et tu te dis: «Mais c'est pas possible». Au début, on sait qu'il faut une alliance, on en a parlé, puis il faut une volonté de faire, il faut y aller, il faut s'entourer et tout. Et puis alors des fois, on voit le truc s'arrêter, mais on se dit: «Mais comment on l'a pas vu venir ce truc-là, quoi?» Tu as aussi quelques exemples, pour faire écho à ce livre? Oui, on a aussi quelques exemples. Alors là, Magellan, heureusement, la mission s'est pas arrêtée là. Ouais, Et il a réussi, il restait 2 bateaux, il y a un des bateaux qui a réussi à repartir, non sans difficulté, puisqu'il devait absolument éviter, tous les comptoirs portugais, sur le retour et finalement ils sont arrivés, sur un bateau qui doit être géré par je sais plus combien d'hommes, à minima, 60-80 hommes. Ils sont arrivés je crois à même pas 15, une je quinzaine, ouais, crois. en Espagne, donc vraiment dans des conditions, terribles et de fatigue aussi, hem, mais ils ont réussi à aller au bout malgré effectivement, le la bêtise de Magellan, hein, qui a péché par excès de confiance aussi, hein, sur les conditions de sa mort. On n'en dira pas plus. Mais le projet a tenu le coup et c'est aussi une société, c'est une personne morale. Donc en fait, les entrepreneurs l'a créée, portent la mission, mais ça montre aussi que cette mission, elle peut survivre, aux entrepreneurs et heureusement parce qu'on est, ils réussissent à créer en fait une personne morale. C'est une personne indépendante en fait, au bout d'un moment des entrepreneurs. Au début, ils sont totalement essentiels et puis après, ils sont en train de créer une entité qui les dépasse et qui va leur survivre et ça, je pense que c'est la réelle réussite des entrepreneurs, hein. Ça y est, ils ont lancé, une société, une personne morale qui est totalement indépendante de leur propre personne et là, je pense que c'est la réussite, aussi de la mission. Après effectivement, mourir sur des, sujets, un peu bêtes, alors pour une société en tout cas échouer, sur des problèmes, oui, parfois on prend des décisions, stratégiques qui sont pas les bonnes. Parfois on pêche par excès de confiance. On va trop rapidement ouvrir des marchés, on va trop rapidement être en expansion, on va pas être suffisamment, focus aussi sur la gestion, des coûts, sur la performance. Hem et là, on peut arriver dans une zone où on consomme beaucoup de cash, potentiellement on endette la société et puis on peut arriver dans une situation financière où la société ne va plus pouvoir avancer seule, du tout. Moi, ça me fait penser à l'Eldorado américain, ce que tu me dis là. Je vois tellement de sociétés qui se disent: «Allez, on va se lancer aux États-Unis, le marché est plus gros, on y va». Et j'étais surpris parce que je pensais que ce syndrome n'existait plus, puis en fait, je l'ai encore vu, hier dans une société. Et quand les fondations sont pas encore là, ça fait partie des risques que tu vois effectivement, tu m'as dit l'ouverture de nouveaux marchés? Ouais, i c'est un risque à prendre, hein, l'ouverture de nouveaux marchés, mais il faut le prendre, en ayant les financements derrière, Ah, ça coûte cher, et hein. voilà et en planifiant et en testant. Il faut le faire étape par étape. On va tester le marché, un peu potentiellement. On pénètre un nouveau marché via des partenaires, mais tu connais ça beaucoup mieux que moi et puis après, bah, on développe ses équipes sales sur place et puis on s'ouvre sur des nouveaux segments. On avance, étape par étape en voyant déjà le résultat des premiers efforts qu'on met pour avancer. Parfois, on le fait trop rapidement, trop fort, sur, plusieurs endroits différents et on se brûle un peu les ailes. Mais après nous, on pousse énormément nos sociétés à aller à l'international. C'est,
C'est là où il y a le gros du marché et c'est un projet aussi qui va permettre à l'écosystème tech, français et européen, de rayonner encore plus donc Ah, on c'est s'y clair. supporte. Il faut effectivement, il faut le faire, par contre, alors tiens, on va parler justement des un peu des profils, parce que je pense qu'il faut le faire avec certains profils et je vais revenir quand même sur cette question, parce que comme c'est un roman, il en parle beaucoup de son caractère. Magellan est quelqu'un d'assez modeste, effacé, mais avec une volonté, intrépide. Il a réussi à faire, à gérer ses mutineries internes, comme tu dis, les tensions entre les actionnaires, et même les tensions entre les équipes. Il l'a fait, il y finalement le projet, lui a trans y a été transmis, comme tu dis, c'est le plus gros jouet, mais tout ça repose in fine sur, un peu son caractère. Hem, du coup, est-ce que c'est si tu devais donner des conseils à ceux qui nous écoutent, tu dirais: «Bah, oui, si vous avez tel profil, faites attention à ça». Si j'imagine par exemple, bah, si vous êtes un fonceur invétéré, bah, en fait, entourez-vous. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un de modeste, je sais pas, est-ce que toi, tu vois au travers de, finalement, la variété d'entreprises que tu gères, soit en disant: «En fait, il y a un profil type, les autres, on les regarde pas», ou alors: «Non, il faut contrebalancer»? Bah, il y a pas de profil type, très clairement. C'est difficile de donner des conseils parce que justement on a, quand même une pluralité de profils dans les entrepreneurs qu'on accompagne. Il y a plusieurs choses. Souvent, ce qu'on voit quand même, ce sont des duos ou des trios d'entrepreneurs. Donc on voit le besoin, de monter un projet, souvent en association avec d'autres personnes qui ont souvent des compétences, complémentaires. Donc s'entourer et effectivement, ça permet, dès le lancement de l'entreprise, de partager la vision, de partager vraiment le projet, toutes les étapes, donc on a rarement des, solopreneurs en fait, in fine et après sur les typologies de profils, c'est difficile de donner des conseils. Il faut être, équilibré et effectivement, il faut être conscient, de ses faiblesses, pour se renforcer rapidement, et réussir à recruter, meilleur que soi. Et ça, c'est vraiment le talent des entrepreneurs, c'est de réussir à aller attirer, des personnes, exceptionnelles, des profils, que ce soit en finance, en sales, en tech, qui sont extrêmement bons, largement meilleurs que les fondateurs, heu, mais qui ont besoin justement d'avoir, le fondateur comme, visionnaire, comme, lion pour toute l'entreprise, la montée. Et ça pour moi, c'est la plus grande des qualités, des Ah, j'adore effectivement, je partage et je crois que ça résonnera avec, beaucoup de personnes qui nous écoutent. La capacité d'avoir effectivement ce visionnaire capable de s'entourer de très bonnes ressources et de se dire: «OK, en fait, je sais comment je vais changer le monde, mais maintenant vous allez m'aider pour le faire et ça va s'exécuter de manière incroyable». Ça, je suis entièrement d'accord. L'équipe amène beaucoup de choses et d'ailleurs, je vais revenir sur un point que tu as mentionné, c'est la transmission. Finalement, tu dis: «La meilleure aventure, c'est quand l'aventure se transmet». Pourtant, ça doit arracher le cœur généralement des CEO de se dire, «OK, bah, là, on est arrivé à une étape où en fait, faut que je me recule, ou quasiment que je lèche la main». Ça se fait? Ça ils y arrivent? Parce que quand on a un profil aussi fort, ça peut être compliqué. Oui, c'est compliqué parce que ce sont des personnes qui ont mené leur projet, c'est de A à Z, donc qu'ils connaissent extrêmement bien. Donc c'est difficile de se dire qu'on va essayer de faire monter quelqu'un qui va, peut-être connaître aussi bien le projet que soi et qui va même, à l'avenir le connaître mieux et faire encore plus, faire des choses, auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est pas si évident et puis aussi c'est, souvent, le patrimoine de l'entreprise. C'est le plus gros de son patrimoine la plupart du temps donc c'est difficile de se dire: «Je vais laisser la gestion de mon patrimoine en fait dans les mains de quelqu'un d'autre». C'est aussi difficile. Et puis c'est se projeter aussi sur l'après, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Mais on a eu, bah, moi j'ai deux sociétés dans mon portefeuille, que tu connais, je peux les citer, c'est 360 Learning et Ringover qui ont fait ce step de faire évoluer le fondateur CEO, vers un rôle, plutôt, de chairman exécutif, président et laisser la place à un nouveau CEO et dans les 2 cas, ça s'est très bien passé parce que, les 2 fondateurs, ont, travaillé, initié et ce sont eux qui ont, positionné leur, leur successeur.
Donc là, on était dans un cas un peu idéal où c'est un peu plus facile parce que c'est encore plus difficile quand c'est le board, les investisseurs qui disent: «On va lancer une chasse pour aller Mmh. trouver le successeur» et là, c'est un peu plus compliqué. Hem, donc je dirais le cas idéal pour tout le monde, c'est quand on a, un successeur qui arrive naturellement, qui a été, recruté dans l'entreprise, qui est présent, qui connaît et qui est adoubé par le fondateur. Et après quand il faut par contre, recruter à l'extérieur, lancer une chasse, ça prend plus de temps, c'est un peu plus complexe, mais ça se fait également et je pense aussi que, dans les 2 cas, que ce soit Nick Hernandez, qui est, une personne, extrêmement visionnaire, sur son marché, qui a lancé 360 Learning, alors avec ses 2 cofondateurs, aussi, hein, Sébastien et Guillaume et qui a laissé le rôle de CEO à Ben Marshall, qu'il avait formé pendant plusieurs années. C'est lui qui a poussé son profil auprès du board et il avait totalement raison, c'est quelqu'un d'exceptionnel, Ben. Et là, on est sur des transitions qui se passent, de manière smooth avec l'adhésion du board, avec l'adhésion des équipes aussi opérationnelles en interne. C'est important parce que la personne a une forte légitimité. Donc là, on est dans des cas, idéaux. Par contre, après, quand effectivement on a un fondateur qui doit laisser la place, parfois qui est un peu poussé par son board aussi, qui lui dit: «Attention, tu as atteint tes limites». On est dans des situations un peu complexes, il faut recruter un autre profil. Ça peut être effectivement beaucoup plus compliqué et beaucoup plus conflictuel. On peut être dans des situations, plus difficiles, à gérer et c'est totalement, normal. On touche de l'humain avant tout et il faut jamais oublier ça aussi, la transmission, c'est avant tout, une question, d'humain, de personne, et c'est, essayer de trouver une situation qui soit satisfaisante humainement pour tout le monde, pour les équipes, et pour, le fondateur et une situation, qui soit, la meilleure pour l'entreprise. Encore une fois, l'entreprise, c'est une personne, morale, indépendante et autour de la table, on est tous alignés pour essayer de trouver, le meilleur pour qu'elle atteigne sa mission. Ouais, mais effectivement et il faut atteindre sa mission. La mission, elle peut être, fantastique. On le voit dans le cadre, de Magellan, et il y a toute une évolution jusqu'à cette transmission qui peut être assez costaud. Moi, je l'ai vu sur quelques postes de CEO, CRO que j'ai fait. Il faut effectivement qu'il y ait une vraie, un porteur de flamme, une transmission, qui se fasse et c'est le fondateur qui doit amener ça et cette flamme, je vais revenir sur ce livre en plus, des fois elle est portée par un projet qui est tellement extraordinaire que ça doit être dur de remplir, les chaussures. Moi, il y a une phrase, du livre, moi, qui m'a marqué, c'est, Hem, «Seul enrichit l'humanité celui qui en accroît les connaissances». C'est vraiment, OK, on va aller, développer le monde. Finalement, ce qu'il dit, c'est peut s'être passé plein de choses, mais on a validé enfin que la terre était ronde avec ce livre incroyable, avec cette personne finalement qui a osé, dépasser tout ça, et là, dans ces cas-là, le projet prend une telle ampleur, une telle envergure que l'histoire en parle encore, qu'on s'en parle encore, d'ailleurs aujourd'hui. Et ça, moi, c'est ce qui m'a aussi marqué finalement et c'est vrai qu'il le remet bien. Même si, à la fin, quand finalement le dernier bateau arrive, bah, c'est pas Magellan qu'on reconnaît, quoi. Parce qu'en plus, il était portugais, il arrive en Espagne. Je pense que ça doit quand même pas trop arriver dans les entreprises que tu suis, parce que quand même le fondateur, il reste assez longtemps, donc on doit lui reconnaître quand même ça. Le fondateur reste, vraiment la personne qui a posé la pierre à l'édifice et puis il y a toujours mais comme dans Magellan, je me souviens plus le nom, de celui qui va être, scribe, on va dire, sur les bateaux, qui va écrire son histoire, l'Italien, qui a rejoint, la flotte. Donc il y a toujours quelqu'un, qui est là pour rappeler, attention, day one, initialement, c'est grâce à cette personne ou à ces personnes, qu'on en est là et il faut leur en être reconnaissant, et oui, il faut jamais oublier, qui a mis, la première pierre, à l'édifice et ensuite il y a un travail collectif qui s'est créé et après il y a d'autres personnes qui peuvent devenir aussi importantes dans l'histoire de l'entreprise, dans les années qui arrivent, qui vont l'aider à développer, et la porter, au bout, mais il faut jamais oublier effectivement, qui a eu, la mission et ce qui est intéressant dans la phrase que tu as citée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on retient de cette mission de Magellan, c'est l'aspect vraiment, scientifique. Ça a démontré que la Terre était ronde, c'était une aventure, exceptionnelle, une prise de risque immense, heu alors qu'au moment où ça a été, financé, mis sur place, l'intérêt, de la couronne espagnole, et
et globalement des commerçants et autres, c'était un intérêt purement financier. C'était sécuriser, la route, des épices. Il fallait trouver une autre voie. Donc on était sur un aspect, purement financier, dans le financement. Il y a une personne, enfin 2 personnes avec Falero, hein, Magellan et Falero, qui ont porté cette vision et cette mission scientifique. Et aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est qu'on retient cette mission-là et on retient moins, la mission, financière qui était portée par les investisseurs. Donc on retient. Que c'est un conseil que tu donnerais à des jeunes justement? Tu sais que ce podcast est fait justement aussi avec mon coproducteur et très cher fils. Et donc parfois je me pose la question de ces jeunes qui arrivent là dans un monde qui est, complètement chamboulé par l'IA, par d'autres choses. Et tu leur dirais, bah, déjà croyez je pense en vos projets, on l'a démontré, au travers de ce livre. On peut encore changer le monde. Tu as cité, des domaines dans lesquels on peut encore le faire et donc tant mieux, on peut y aller. Mais tu leur dirais, «OK, pensez à changer le monde» ou, «Pensez à l'aspect économique parce qu'en fait changer le monde sera un corollaire»? Il faut tous les types, d'investisseurs pour le coup. Des investisseurs qui vont aller, développer des produits, ultra rapidement, que ce soit des apps, ludiques, peu importe, du gaming, ou autre, et qu'on a l'impression qu'il y a pas d'apport, sociétal majeur. Et puis des entrepreneurs qui eux, portent une vision et vont pouvoir porter vraiment, des innovations qui peuvent changer le monde. Un des points, c'est qu'effectivement, même si on a une mission, hyper importante, il faut avoir, la tête sur les épaules, à l'instar de Magellan. Il faut tout planifier. On est dans un monde encore, très complexe. Parfois les financements peuvent être faciles à les trouver sur certains secteurs parce qu'on a les bonnes cartes en main, le bon réseau, tu en as parlé, on est sur la hype et cetera. Parfois ça va être très complexe. Donc c'est important de planifier, de construire les briques, nécessaires pour bien entreprendre, et de bien s'entourer. Et cet aspect financier est majeur aussi. Hem, il faut se faire accompagner, par des bonnes personnes pour, aider, cette mission à se réaliser. Mais si on a une grande idée, si on a envie de faire changer les choses, évoluer, je pense qu'il faut le faire, il faut se lancer. Heu, on retiendra bien plus les investisseurs, les entrepreneurs, qui ont, eu ces grandes idées, que ceux qui vont faire, des gains rapides et des succès, financiers rapides. Ce qu'on apprécie aussi, très bien, hein, nous investisseurs. Mais l'admiration, est quand même plus forte pour ceux qui veulent changer les choses. Je crois qu'on va en rester là. J'adore cette dernière phrase, effectivement: «Lancez-vous, changez les choses, ayez à cœur de bouger, méfiez-vous de tous les projets, gérez vos mutineries, vos changements», tout ce que tu as évoqué, toutes les difficultés le long du parcours, mais allez-y, changez le monde. Je crois que c'est je pourrais on va s'arrêter là. Je trouve ça génial pour finir. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir partagé effectivement, ce livre et surtout ta vision, par rapport à celui-là, de ce que tu vois avec tous les entrepreneurs. Je ne peux dire que longue vie à la BPI. Moi, j'avoue que je trouve ce métier génial et j'ai adoré, je t'ai vu à l'œuvre aussi et j'ai adoré toutes les collaborations. Merci d'avoir un peu, bah, finalement apporté cet éclairage, sur, cette épopée incroyable et comment la faire résonner, qu'aujourd'hui. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci à toi Emmanuel, et Philus. C'était très sympa d'échanger sur Magellan et je conseille à tout le monde de lire, ce très beau, roman, biographique. Merci. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré? Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous. Nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un épisode où les idées prennent vie.